J'avais pas envie d'être gouvernée par l'intérêt d'un client qui m'était étranger, auquel j'allais pas forcément, avec lequel j'allais pas forcément avoir communauté de valeurs en permanence. Je trouve qu'il y a beaucoup de choix qui ne relèvent pas de façon évidente de l'administration ou du politique. Je suis un être avant d'être fonctionnaire et j'essaye en tout cas de les faire coller avec l'exercice de mon métier au quotidien. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des jeunes fonctionnaires pour transmettre leur passion pour la chose publique. En revenant d'abord sur un parcours scolaire, on essaie de comprendre le cheminement pour devenir fonctionnaire. Ensuite, on se concentre sur leur poste et sur leurs missions actuelles dans le service public. Enfin, les conseils très personnels sont donnés pour réussir les concours. Aujourd'hui, c'est au tour d'Elisabeth Millard, 26 ans, attachée au ministère de l'Économie et des Finances, de nous parler de son parcours. Hésitant avec un parcours privé, elle est convaincue de l'intérêt d'un métier passion où elle travaille dans un domaine et pour des personnes avec qui elle partage une communauté de valeurs. C'est pourquoi elle a intégré la fonction publique d'État, où elle a travaillé sur 2 politiques publiques importantes. L'intervention de l'État dans les régions au moyen des contrats plans État-région, ainsi que l'action de l'État dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Bonne écoute. Bonjour Elisabeth. Bonjour David. Merci d'être présente ici pour parler de ton parcours. Je vais te présenter succinctement, tu apporteras toute modification qui te semble nécessaire. Alors, tu es né le 18 juillet 1996 au Creusot, en Saône-et-Loire. Tu as débuté le post-bac avec une licence de droit à Paris 2 Panthéon-Assas, de 2013 à 2016. Et pendant tes 3 étés, tu as fait 3 stages en cabinet d'avocat. D'abord chez Hogan Lovells, ensuite chez Jones Day, et enfin chez Altra Consulting. Mais avant d'intégrer ton Master 1 à Assas, en septembre 2016, tu réalises un stage d'1 mois à la 7e chambre de la Cour des comptes, où tu participes modestement à l'élaboration d'un rapport sur les aires marines protégées. Ensuite, tu fais ton Master 1 droit bancaire des affaires, de la finance et des valeurs mobilières, à Panthéon-Assas. Après ton Master 1, tu pars d'Assas pour un Master 2 pré-pénal à Dauphine, où tu tentes plusieurs concours, dont l'ENA, l'INET, pour les collectivités territoriales, directeur d'hôpital, pour la fonction publique hospitalière, et les IRA. Tu es reçu à l'Institut régional d'administration de Bastia en 2018. À l'issue de ta formation, tu choisis l'administration centrale, avec un poste à la direction financière du ministère de la Transition écologique, en tant que chargé de mission financement transverse. On verra un peu à quoi ça fait référence, pendant un peu plus de 2 ans. Tu deviens ensuite chef d'un pôle, le pôle opérateur et financement transverse pendant 7 mois, avant de quitter ce ministère pour le ministère de l'Économie et des Finances, où là tu deviens adjointe au chef du pôle économie sociale et solidaire et investissement à impact. Beau programme. Est-ce que tu veux apporter des précisions ? Non, 26 ans, très bien résumé. Parfait, 26 ans dans la version un peu courte, mais j'ai choisi la version un petit peu plus longue pour nos auditeurs. La première question, c'est quel est le fil conducteur dans tes études ? On a l'impression que tu commences d'abord par du droit privé, tu fais plusieurs stages en cabinet d'avocat, et après tu switches dans le domaine public. Comment tu as réfléchi, comment tu as conçu ça, avec le recul ? Alors avec le recul, je pense que ce qui a gouverné mon parcours, c'est le rapport à la vie en commun. Si je vais être vraiment très large et ne pas considérer la politique politicienne, qui m'a intéressée très tôt, et je pense notamment par les discussions avec mes parents, l'engagement de mes parents, que je partageais pas forcément en termes partisans, mais bon, qui étaient des discussions importantes qu'on avait en famille. Et du coup, en fait, j'ai hésité en finissant mon lycée à rejoindre... Enfin, j'ai passé le concours de Sciences Po, que je n'ai pas eu, et du coup, comme beaucoup quand même à ASS, donc j'ai choisi de faire du droit parce que c'était le cursus qui se rapprochait le plus de ce que proposait Sciences Po en termes de contenu, donc des humanités, des sciences sociales et des matières un peu plus dures, on va dire, comme le droit. Et puis en fait, arrivé en droit, je considérais que c'était important, en fait, même si je gardais un peu dans mon coin de tête le fait de travailler pour les puissances publiques, je me disais que c'était important en tant que responsable de politique publique d'avoir connaissance de la façon dont fonctionnaient les entreprises, de la façon dont fonctionnaient même les rapports entre personnes privées. Donc c'est ce qui a, en fait, je pense, a guidé a posteriori mon parcours, même si c'est pas comme ça que je le conscientisais pendant mes études. Oui, parce que je t'ai posé un petit peu la question sous la forme avec le recul, mais en fait, on évolue aussi dans un milieu où l'information n'est pas forcément ultra claire, parfaite, et donc en L3, peut-être que tu étais plus
Tu te sentais plus intéressé par les droits des entreprises que par vraiment du droit administratif pur, le service public, les actes administratifs unilatéraux, tous ces sujets un petit peu reboutants pour des étudiants, mais qui pourtant après quand tu arrives en Master 1, tu choisis de faire des spécialités plutôt droit public, et ton Master 2 à Dauphine, là le droit administratif c'est ta matière quoi. Alors oui, en fait, pour être honnête, quand je suis arrivée à la fin de la L3 et où il fallait effectivement se positionner entre globalement privé et public, j'ai même fait un tableau avantages-inconvénients entre les deux masters, donc master droit public de l'économie et master droit des affaires avec des petites matières de droit public, donc comme droit de l'environnement, droit du service public, droit public de l'économie. Et en me disant de quelle façon en fait, je me fermais le moins de portes, et j'ai considéré que c'était en faisant droit des affaires parce que j'étais pas sûre vraiment de vouloir faire ma carrière dans le service public, et donc c'est ce pourquoi j'ai choisi ça. Et aussi un argument plus matériel, plus concret, c'est que je considère que j'ai du mal à apprendre par cœur. Le fait que le droit administratif était une matière où il fallait apprendre globalement beaucoup d'arrêts sans lien avec la règle qui était consacrée par l'arrêt me paraissait difficile, ce que je ne considérais pas avec le droit privé. C'est quand même deux approches différentes, le droit privé avec les codes, toutes ces références juridiques qu'on a dans ces fameux livres rouges ou bleus, en fonction des éditeurs. Et alors que le droit administratif est beaucoup plus quelque chose qui se prépare en amont et qui suppose une encyclopédie d'arrêts, mais c'est un peu comme les verbes irréguliers en anglais, une fois qu'on les connaît, on s'en souvient toute sa vie. Tu as fait 3 expériences en cabinet d'avocat, c'était 3 expériences dans des cabinets droit privé, ou est-ce que tu as pu aussi toucher un petit peu le droit public et peut-être te projeter en tant qu'avocate dans le droit public? Alors l'une d'elles, c'était une expérience assez courte en cabinet d'avocat de droit privé et sur des fonctions support d'analyse, pendant un modeste mois, des possibilités de développement du cabinet. Et en revanche, il y a eu quand même 2 expériences qui ont été en public ou parapublic. Une chez Jones Day en droit public des affaires, où là j'ai considéré que c'était une approche intéressante. Le côté, par exemple, je me souviens d'un dossier, c'était d'essayer de faire passer un spiritueux comme, de le faire entrer dans une marque de spiritueux dans une catégorie qui était bénéfique aux clients. Bon, je trouvais ça ludique. Mais je pense que j'ai réalisé quand même que c'était pas forcément à cette échelle-là que j'avais pas envie d'être gouvernée par l'intérêt d'un client qui m'était étranger, auquel j'allais pas forcément, avec lequel j'allais pas forcément avoir communauté de valeurs en permanence. Donc voilà, première expérience qui était intéressante mais instructive. J'aimerais rebondir sur le terme que tu utilisais, communauté de valeurs. Je trouve ça très très fort. Tu ne veux pas te faire gouverner par un intérêt privé d'un avocat, mais plutôt, du coup, ce que j'en déduis, c'est que travailler pour l'usager, pour le citoyen, parce que tu partages une communauté de valeurs avec ses destinataires. C'est cette approche-là que tu voulais un petit peu distinguer, avocat, administration? Alors effectivement, en fait, ce que je recherchais, c'était initialement, je pense, d'avoir un travail passion. Donc l'idéal étant d'avoir un travail que je pourrais faire en fait limite gratuitement, qui serait vraiment, j'aurais pas 2 personnalités dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et je me disais que en travaillant pour l'action publique, je participais, en tout cas j'allais vers cette convergence entre mon être perso et mon travail au quotidien. Donc voilà, je pense que c'est ce qui m'a poussée à choisir ensuite de continuer sur une préparation au concours de l'administration. Tu parles de passion. Est-ce que pour autant ce genre de concours te permet d'accéder effectivement à un statut, attaché, administrateur, mais tu n'as aucune certitude sur les postes à la sortie? Comment tu as pu appréhender cette préparation au concours en ne sachant pas ce qu'il y avait après? C'est-à-dire peut-être qu'il n'y aurait eu que 2 postes, je sais pas, sur l'environnement, et peut-être que dans ta promo, il y aurait eu 4 personnes devant toi qui auraient souhaité prendre ces postes environnement. Alors effectivement, c'était une incertitude avec laquelle il fallait composer. Mais je me disais que globalement, en fait, même si effectivement il y a toujours des matières qui nous intéressent davantage, et je pense que je me serais moins plu au ministère des Armées, sur des politiques publiques relatives à l'armement, que sur l'environnement ou sur des domaines plus sociaux. Mais c'était une incertitude avec laquelle
j'étais capable de vivre et je me disais que de toute façon, il y avait des passerelles entre ministères, que c'était pas bloqué, que je pourrais trouver de l'intérêt sur des missions qui, a priori, n'en avaient pas forcément pour moi. C'était pas vraiment une grande angoisse. Peut-être simplement, en fait, c'est vrai qu'à la sortie de l'IRAM, peut-être qu'on en reparlera, il y avait 3 voies. Une voie centrale, une voie déconcentrée et une voie administration scolaire qui, là, me plaisait vraiment moins, mais bon, je me disais qu'il y avait peu de chances pour que je l'aie à la fin, parce qu'elle plaisait à d'autres personnes. On parlera peut-être un peu plus de manière approfondie sur la scolarité aux IRA, l'entrée et la sortie. J'aimerais qu'on revienne un petit peu plus en détail sur cette approche que tu as à l'égard de la fonction publique. Quelle ambition tu portes pour la fonction publique, toi en tant qu'agent ? Alors je pense qu'il y a une règle qui est un peu compliquée, je trouve, à appréhender en tant qu'agent public, en tout cas en tant que cadre de la fonction publique, qui est l'article 20 de la Constitution. Le gouvernement dispose de l'administration. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de postes où on nous demande d'avoir une réflexion et de faire des propositions, mais la limite est assez ténue avec ce qui relève du choix politique qui appartient naturellement au ministre et au cabinet des ministres. Je trouve qu'il y a beaucoup de choix qui ne relèvent pas de façon évidente de l'administration ou du politique. Donc, cette règle est, je trouve, difficile à appréhender en tant qu'agent de la fonction publique. Effectivement, l'élu reste le plus légitime, reste celui qui vraiment a le droit, le pouvoir de décider, et il est forcément accompagné par une administration qui lui apporte la réponse technique, le complément. Mais en fait, cette administration, on peut le voir peut-être peut-être pas forcément dans les ministères où il y a quand même beaucoup d'échelons, mais peut-être en collectivité plus simplement. L'administrateur, le technicien, peut aussi proposer des choses. Il peut tempérer certaines propositions pour essayer d'orienter, d'aiguiller l'élu. Et ça, c'est peut-être forcément quelque chose c'est un équilibre très difficile à trouver, je pense. Et ça dépend beaucoup des personnalités à la fois de l'administrateur que de l'élu. Donc je vois un petit peu la difficulté peut-être dans laquelle tu peux te retrouver toi par moment, où tu aimerais peut-être orienter une décision. Mais en même temps, il faut rester à son humble niveau. Il faut accepter de n'être qu'un conseiller. C'est un peu comme ça que tu le prends ? Je partage ce point de vue et c'est vrai que, comme tu l'as dit, je pense que c'est beaucoup une question de personnalité. Je vais peut-être être caricaturale, mais il y a des petits soldats qui se satisfont, c'est péjoratif de le dire comme ça, mais qui effectivement collent totalement à cet article 20. Versus, je pense, des personnalités qui ont peut-être plus de convictions personnelles à côté et qui ont du mal à gérer ce positionnement dans lequel on nous demande quand même des orientations qui sont politiques, mais de rester à notre place. Et donc oui, je pense que moi, en tout cas, c'est une des difficultés que je rencontre en tant qu'agent du service public et qui m'interroge pour la suite. Très bien, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais j'espère que ça sera toujours dans la fonction publique. Est-ce que tu aurais un objet, une œuvre d'art, un livre, un film qui était signifiant pour toi dans ta construction de la volonté de devenir fonctionnaire ? Je pense que j'ai vu pas mal de documentaires ou de fiction qui avaient trait à l'exercice du pouvoir politique et qui ont toutes à leur manière... tous à leur manière influencé ma volonté. Je pense notamment à un film qui s'appelle L'exercice de l'État, qui raconte l'expérience d'un ministre des Transports et de son cabinet et de la gestion quotidienne et de plus moyen long terme des sujets de transport, enfin des sujets politiques de transport. Il y a aussi des documentaires comme Édouard, mon pote de droite, qui est en 3 séries que j'ai beaucoup aimé. Bon, ça, c'est des choses plutôt récentes auxquelles je pense, mais... Et Édouard, mon pote de droite, autant l'exercice de l'État, c'est ultra intéressant comme film avec l'approche cabinet, les distinctions cabinet et administration, le cabinet qui se veut vraiment le conseiller politique et le conseiller dans l'action, la réaction, l'urgence. Alors que l'administration derrière est plus elle qui va produire les notes et qui va accompagner sur le fond. Et du coup, la deuxième, Édouard, mon pote de droite, je ne connais pas du tout. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pour que peut-être nos auditeurs aient envie de regarder cette série en 3 étapes, comme tu dis ? Alors, Édouard, mon pote de droite, oui, c'est une série documentaire en 3 parties qui commence en 2014 et qui s'intéresse en fait initialement à Édouard Philippe, qui n'était pas encore Premier ministre et qui était simplement aspirant à la mairie du Havre en tant que successeur de je ne sais plus qui, mais d'un homme politique qui était sur le départ.
Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que donc, c'est un de ses potes de prépa qui est de gauche, qui le filme au cours de sa campagne municipale. Et donc, on le voit vraiment gérer en fait, notamment les appels avec les personnes qui voulaient être sur la liste et qui sont pas positionnées. Enfin, il y a toute cette période de pré-campagne, mais il y a aussi la période en fonction. Ensuite, une fois qu'il est maire du Havre, et la troisième partie qui est beaucoup plus récente sur ses fonctions de Premier ministre. Voilà, je trouve que c'est un documentaire qui est intéressant à regarder pour toute personne qui a envie de travailler pour le service public ou autre. Merci pour ces 2 belles références qui seront très certainement consultées dans les prochains mois. Elisabeth, maintenant partie 2, on va parler du contenu de ton poste. Tu sors de ta formation à l'IRA de Bastia, on est vers juillet 2019. Tu nous as précédemment dit que tu avais préféré prendre la voie administration centrale, et donc tu as choisi un poste orienté finances publiques dans un ministère, un poste intitulé chargé de mission financement transverse. Est-ce que peut-être déjà, tu peux nous expliquer un petit peu le concours des IRA et cette fameuse sortie administration centrale, le classement de sortie? Alors pour les IRA, oui, on avait des épreuves d'admissibilité. Donc à mon époque, c'était une note administrative sur un sujet de politique générale. Mais moi, c'était la politique environnementale de la France et des questions à réponse courtes dans les mêmes matières que celles des autres concours, donc droit public, finances publiques, économie, politique sociale et politiques internationales. Et ensuite, un oral qui ressemble au grand oral, mais version courte d'autres concours. Donc avec un retour sur le parcours du candidat, une mise en situation et des questions de culture administrative et culture G. Puis on avait une formation donc à l'issue de ça qui durait 1 an avec 2 stages de 2 mois. Moi c'était en ministère et c'était vachement bien quand même pour savoir ensuite ce que je voulais faire. J'ai compris que désormais, vu que la formation est plus courte, elle est sur 6 mois et on n'a plus de stage de découverte comme on avait à l'époque, uniquement un stage de titularisation sur le poste qui est choisi. Donc bon, c'est à prendre en compte avant de passer le concours. Et aussi, leur épreuve a changé, c'est plus des questions-réponses courtes, c'est un QCM à point négatif, sur, il me semble, 120 questions sur, pareil, les mêmes thématiques. Mais bon, c'est pas la même chose que de répondre à des questions de manière précise. Tu t'es projeté sur l'administration centrale, donc quand on parle d'administration centrale, on parle bien sûr donc des ministères, tout ce qui est État, mais l'autorité par excellence, donc les ministères, rattaché directement au ministre. Tu sais direct que tu veux travailler en ministère, tu veux travailler en administration centrale, ça ne t'intéresse pas forcément le territoire. C'est vrai que je pensais plutôt d'abord rester à Paris. Donc il y avait déjà un critère géographique qui restreignait le choix à l'univers administration centrale. Et c'est vrai que j'ai toujours plus un prisme politique nationale, plus un côté peut-être strato dans la façon d'appréhender les choix publics, qui se retrouvaient moins sur des fonctions exercées dans des services déconcentrés où on est plus, même si c'est un peu schématique, mais dans l'exécution de décisions prises en administration centrale. Donc c'est vrai que je trouvais ça moins stimulant a priori. Mais ce qui fait que c'est moins terrain. Par excellence, le service déconcentré, c'est la préfecture. Toi, ça ne te gênait pas d'être plutôt sur une démarche donc effectivement nationale, avec un toucher du terrain très faible? Non, ça ne me gênait pas et c'était plutôt ce que je recherchais. Je cherchais pas à être déconnectée des gens, mais à être plutôt dans un traitement global des problématiques, d'avoir le sentiment d'avoir une prise systémique sur les politiques publiques. Et ce qui fait que cette prise systémique sur ce premier poste, chargé de mission financement transverse, comment elle s'opère? Oui, ça s'est traduit dans ce choix pour le poste financement transverse qui justement m'assurait une hauteur de vue sur beaucoup de politiques publiques du ministère de l'Environnement et notamment via la coordination de la conclusion de nouveaux contrats de plan État-région qui sont un outil de planification des financements État et collectivités justement. Alors c'est marrant parce que tu parles de contrat plan État-région, c'est peut-être pas forcément évident qu'on parle de contrat, donc c'est vraiment les deux parties sur un pied d'égalité décident de combien d'argent ils vont obtenir et vers quoi cet argent va être fléché. C'est vraiment par opposition à l'acte administratif par excellence où c'est l'État qui décide et les destinataires de cet acte vont
vont devoir s'y soumettre. Donc là, vraiment, c'est intéressant, c'est que l'État co-construit sa politique publique avec les régions. Et ça a commencé quand, ces contrats ? Alors oui, ça commence à partir de 82, au moment des lois de décentralisation, avec l'idée d'articuler les différentes interventions publiques et de les planifier pour maximiser l'effet de levier de l'investissement public. Bon, c'est effectivement une co-construction et ça concorde avec nos cours de droit public sur le développement du contrat aussi avec les collectivités. Donc là, c'est un très bon exemple. Après, en réalité, il y a quand même des priorités qui sont définies niveau État et des copies concertées entre la région, collectivité, et le préfet de région qui remontait et du coup qui était un peu retraité et discuté avec l'État central. Tu as des exemples d'éléments qui se retrouvaient dans tous les contrats plan État-région, type la région Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France, est-ce qu'ils avaient les mêmes termes dès le départ et après derrière c'était de l'affinage, de la précision et tenait compte des spécificités locales? Tu as des exemples un petit peu à nous donner? C'est vrai qu'il y avait quasiment systématiquement un volet transport qui était demandé, avec des gros montants évidemment d'investissement proposés par les régions. Mais ensuite, il y avait quand même pas mal de différences, notamment sur l'appréhension de la transition écologique, qui pouvait être faite de façon hyper transversale dans les différentes thématiques. Par exemple, je me souviens que, je ne vais pas citer le nom des régions, parce que d'ailleurs, je ne saurais plus exactement laquelle c'est, mais une région de l'Ouest qui avait une approche vraiment horizontale de la transition écologique en disant que sa stratégie pour développer, sa stratégie d'emploi était d'aller vers des emplois verts, ça irriguait aussi la politique éducative. Voilà, c'était vraiment un enjeu qui était commun à toutes ces politiques sectorielles. Et d'autres régions qui avaient beaucoup moins ce prisme-là. C'est intéressant le terme d'horizontale par opposition à verticale. Donc effectivement, quand on parle d'une politique horizontale, c'est qu'elle va irriguer tous les plans, tous les différents secteurs, au lieu de faire plutôt un axe très spécifique. Oui, c'est ça, c'est de ne pas considérer que l'environnement est un sujet distinct d'autres politiques. Et en fait, c'est d'ailleurs ce que l'État fait depuis quelques années. Et au CGDD, c'est d'évaluer les dépenses... Au CGDD, c'est le Commissariat Général au Développement Durable, qui est censé justement promouvoir cette vision transversale de l'écologie dans les différentes politiques publiques. Et eux évaluent les dépenses publiques favorables et défavorables à l'environnement pour dire, voilà, en fait, on veut très bien avoir une politique hyper favorable d'incitation, je sais pas, à la plantation de haies dans les domaines agricoles, et à côté, continuer à subventionner, qu'un autre ministère, une autre direction, continue à subventionner des investissements bruns, donc favorables aux énergies fossiles. Et voilà, c'est quand on dit avoir un traitement horizontal d'un sujet, en l'occurrence l'écologie, c'est en amont de toute décision publique dans tout champ, considérer cet enjeu comme primordial. Et cette approche horizontale, on la retrouve aussi sur le grand plan de relance qu'il y a eu en 2021. Donc tu étais encore en poste au ministère et l'État a réagi à la crise sanitaire en prenant un acte en 3 grosses parties. Et donc, il y en a une qui te concernait, c'est ça ? Effectivement, il y avait 30 milliards sur les 100 milliards du plan de relance qui étaient consacrés au volet écologie, même si dans la communication gouvernementale, l'ensemble du plan de relance concourait, avait comme boussole justement la transition écologique. Et donc à cette occasion, le ministère a été doté de crédits supplémentaires qu'il a fallu coordonner avec les différentes directions métiers qui constituent le ministère, comme la direction de l'aménagement, du logement et de la nature, pour la rénovation et la réhabilitation des logements, le ministère des Transports aussi, la direction des Transports qui était largement concernée par les crédits de verdissement ou encore de relance des petites lignes. Ça, c'était un grand pan de mon poste pendant un moment, de suivi des crédits et surtout de participation. Il y a eu notamment une tâche qui a été réalisée dans ce cadre, qui était intéressante, c'était l'élaboration d'une circulaire de territorialisation des mesures du plan de relance. Alors, pour être un peu plus précise dedans, c'est qu'il y avait beaucoup de crédits qui étaient déconcentrés justement aux directions régionales du ministère, les DREAL, donc Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Et donc, on définissait au niveau central, c'est une circulaire de la ministre, comment allaient être utilisés les crédits, quelles allaient être les priorités, quels étaient les mécanismes de suivi. Une circulaire, c'est un texte mode d'emploi, c'est un texte de nature juridique assez variable. Donc ça, tu as travaillé vraiment dessus, pendant 2 mois sur comment écrire ça, comment fixer ce mode d'emploi pour les services en déconcentré.
c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, c'était un peu moins long, mais en fait, après, il y avait une animation qui avait été créée par cette circulaire qu'il fallait continuer. Donc, on avait des réunions toutes les 2 semaines avec les DREAL sur la mise en œuvre, des points d'étape, comment ça se passait, quelles étaient les relations aussi avec les opérateurs du ministère qui avaient des lignes à dépenser, comme l'ADEME. L'ADEME qui est en charge de quoi? L'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique désormais, et qui a notamment une action importante sur l'économie circulaire et sur la chaleur renouvelable. Ok, donc un poste très dense où tu te retrouves à discuter avec beaucoup d'interlocuteurs différents. Tu étais dans une équipe de combien de personnes? Et comment un peu cette répartition des décisions, ce travail se faisait? Raconte-moi un petit peu plus comment tu as vécu toi ces 2 ans sur ce poste. Alors, c'était une création de bureau et donc une création de poste, avec quand même une agrégation d'autres personnes, de personnes qui étaient déjà en poste dans la direction financière où je suis arrivée. Et on avait quand même des métiers assez différents au sein de ce bureau, puisqu'il y avait 2 fiscalistes qui s'occupaient de coordonner les missions fiscales des directions métiers et des opérateurs. On avait aussi du coup la tutelle budgétaire des opérateurs du ministère, donc j'ai évoqué l'ADEME, mais il y a aussi l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, l'OFB, qui est l'Office français de la biodiversité. Voilà, des opérateurs qui sont censés être autonomes financièrement, et donc simplement on a un siège pour le ministère. Tu veux dire un siège au conseil d'administration de ces opérateurs qui te permet de justement faire valoir les intérêts de l'État auprès de ces opérateurs qui sont autonomes mais qui doivent quand même prendre en compte les orientations de ce que l'État veut faire, c'est ça? Et donc toi, tu y allais toi-même ou c'était ton responsable avec qui tu faisais des éléments de langage ou des fiches qui rappelaient un petit peu le contexte et les missions de l'opérateur et pourquoi vous aviez justement ce siège dans cet opérateur? Alors non, je n'y allais pas moi-même, mais effectivement, on produisait des éléments de langage pour la secrétaire générale du ministère qui y allait. Et donc l'idée, c'était quand même souvent d'avoir un regard aussi de maîtrise budgétaire de personnel. C'était moins une approche qualité des objectifs poursuivis par l'opérateur, mais plus, d'accord, faire mieux avec moins ou avec autant, mais en tout cas faire mieux, quoi. Sur ces 2 ans, tu as un poste où tu montes en compétence beaucoup sur de l'interdirectionnel. Interdirection autant entre ministères que aussi entre opérateurs et au niveau local. Tu changes de poste au bout de 2 ans. Tu peux nous raconter un petit peu déjà comment ça se passe de changer de poste entre ministères? Est-ce que c'est facile? Est-ce que pour toi ça n'est pas un long chemin de croix ou justement non, on t'a appelé direct, on s'est dit Elisabeth, il nous la faut sur ce poste-là? Comment ça s'est passé? Alors effectivement, au bout de 2 ans, j'avais envie de changer. Et ce qui est plus simple désormais, depuis que le corps des attachés est interministériel, en fait, on a vocation à migrer de ministère en ministère, voire entre l'administration centrale et déconcentrée, et même scolaire universitaire, comme le voulait l'ESIRA. Et puis, en fait, la démarche, c'est d'aller sur Place de l'emploi public, assez simplement, de voir quelles sont les offres de postes dans les différents ministères. En général, il y a quand même 3 mois de battement entre le moment où on a l'acceptation par le ministère dans lequel on est, enfin, notre futur employeur, et notre départ. Ce qui peut être plus compliqué, c'est pas la mobilité, c'est la mise à disposition sur certains projets qui sont temporaires, où là, en fait, la mise à disposition, il faut forcément avoir l'accord de ton employeur. C'est pas forcément acquis, sachant que ça bloque le recrutement à la place, à ta place. Typiquement, c'est sur une mission ponctuelle de 3-6 mois et donc il va te libérer, tu vas y aller et lui, s'il a une équipe de 10 personnes, il sera obligé de faire que son équipe de 9 personnes, du coup, avec une personne en moins, fasse le même travail. Donc c'est contraignant. C'est ça. Et donc tu arrives sur ce poste à quel moment exactement? Alors j'arrive sur ce poste en mai 2022, au moment où la PFUE est sur la fin. Le gouvernement... PFUE, donc c'est la présidence française de l'Union européenne. Exactement. Donc grand moment du premier semestre 2022 dans tous les ministères, avec beaucoup d'événements organisés par la France. Et donc j'arrive à ce moment-là, et au moment aussi donc de fin de vie des cabinets, en mai 2022, et de renouvellement du gouvernement.
dans un pôle qui s'appelle le pôle économie sociale et solidaire et investissement impact, autrement dit PECI, qui se situe à la Direction générale du Trésor, au service du financement de l'économie, au ministère des Finances. Donc ce poste-là, tu peux nous raconter un petit peu plus, parce que c'est quand même un peu long pour l'économie sociale et solidaire et investissement impact. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre ? Comment ça se passe ? Oui, donc c'est un pôle qui est divisé en deux pôles. Donc on a un pôle économie sociale et solidaire et un pôle plus investissement impact finance solidaire qui est le métier initial du Trésor auquel est rattaché ce bureau. Et l'idée en fait c'est de promouvoir ce mode d'entreprendre qui est l'ESS pour donc l'économie sociale et solidaire qui promeut notamment une lucrativité limitée, une gouvernance démocratique et en général une finalité sociale à toute entreprise. Et donc quel genre d'entreprise, tu peux donner peut-être des exemples, ou peut-être c'est secret défense, je sais pas, mais quel genre d'entreprise peut postuler à ce genre de programme pour obtenir des financements ? Alors oui, on a 4 formes juridiques traditionnelles de l'économie sociale et solidaire, donc les coopératives, les mutuelles, les fondations et les associations. Et depuis 2014, donc la loi Hamon, qui est un peu la bible de l'ESS, les entreprises sous toute autre forme aussi qui se dotent d'une finalité sociale et qui respectent certains critères qui les assimilent à des entreprises de l'ESS peuvent se revendiquer comme telles. Et donc comme exemple, c'est un secteur très très hétérogène, puisqu'on a Leclerc, qui est la plus grosse coopérative de commerçants. On a Scopelec, dont on a parlé récemment, qui a été racheté. En termes de coopérative, voilà, on a des grosses mutuelles en fait aussi. On a le Crédit Mutuel, la BPCE, Crédit Coopératif. Mais il y a aussi en fait toutes les petites associations. Donc c'est vraiment une homogénéité toute relative. Et donc c'est très concret, puisque derrière cette question des financements se jouent, leur champ d'action et les moyens qu'ils ont pour mettre en œuvre. C'est un peu ton bureau qui décide et qui va calibrer ça. Oui et non. Enfin, je veux dire, on a un budget qui est limité quand même au sein du pôle, qui est d'une 20aine de millions d'euros et qui sont quand même pour moitié fléchés vers les services déconcentrés pour l'animation en région, l'accompagnement en région de ces entreprises-là, dans leur développement de l'emploi et dans leur développement d'activité, qui s'appelle le dispositif local d'accompagnement. Et puis, on subventionne surtout des têtes de réseau de ces différentes familles de l'ESS. Donc, par exemple, la tête de réseau des coopératives, la tête de réseau de l'investissement impact. Voilà, on dialogue plutôt avec les représentants de ces entreprises-là, pas directement avec les entreprises. Tête de réseau, ça veut dire quoi ? Une personne qui représente ces entreprises, typiquement, ou ces coopératives, et qui va travailler à 100% dessus. J'ai du mal à comprendre le terme de tête de réseau. Tu peux nous l'expliquer un petit peu plus ? C'est un peu l'intuition que tu avais. C'est une association d'employeurs similaires qui a pour vocation de promouvoir le modèle, de le défendre auprès des acteurs publics, des institutionnels, partager les bonnes pratiques au sein de son réseau. Faire de la formation, par exemple. Est-ce qu'on peut se rapprocher un peu du terme de lobbyiste, ou c'est à bannir ? Si tu considères que le MEDEF c'est un lobbyiste, oui, en fait, ils ont des activités, ils défendent leurs intérêts auprès des acteurs. Donc, oui, c'est pas un gros mot, mais... Ah non, pas du tout, on peut le réhabiliter aussi. Enfin, ils sont bien utiles, en fait, dans la construction de nos politiques, parce que les ressources humaines bougent beaucoup, et c'est bien d'avoir des organisations pérennes qui travaillent... qui nous conseille sur ce qu'il faudrait changer en termes juridiques, ce qu'il faudrait améliorer dans les dispositifs de financement. Même si on ne boit pas tout, mais c'est... Bien sûr, tu as forcément un regard critique en tant qu'agent, en tant que fonctionnaire, garante du bon usage des données publiques. Est-ce que cette prise de poste, justement, tu viens de décrire que ces organisations étaient pérennes, c'est pas difficile d'intégrer direct des discussions avec ces personnes-là, ces professionnels-là, quand on vient d'arriver ? Ou alors c'est peut-être pas toi qui le fais directement, c'est plutôt ton responsable ou la ministre, la secrétaire d'État dont tu citais tout à l'heure, et à qui tu fournis des éléments, et de nouveau c'est elle qui négocie. Tu peux nous donner un peu plus d'éléments là-dessus ? C'est vrai que c'est compliqué dans le sens où ça demande une montée en compétences rapide. Après, de mon côté, j'avais quand même un intérêt assez vif pour ces questions depuis un moment, donc c'était
d'abord plus simple et ensuite un plaisir, enfin, les deux en même temps. Je rebondis sur le terme de plaisir. Donc là, c'était un métier c'est un secteur qui t'intéressait. Ça veut dire que tu l'as matérialisé par un engagement dans une association à côté. Ou est-ce que juste quand tu as vu la fiche de poste, tu t'es renseigné et là tu t'es dit ok, super intéressant. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que tu es sur un poste vraiment métier passion et tu t'épanouis. Alors c'est vrai que j'avais commencé à cultiver cet intérêt de mon côté, via les thématiques qui étaient envisagées au ministère de la Transition écologique, que je trouvais intéressantes et qui quand même s'articulent avec l'économie sociale et solidaire, enfin, les valeurs de l'ESS. Et effectivement, j'étais dans une association juriste bénévole au campus de la Transition, qui participe aussi à l'avènement de ce mode d'entreprendre, ancré dans l'environnement et dans le social. Et puis j'avais aussi un peu de mon côté, je m'étais intéressée politiquement à des doctrines qui promouvaient ce mode d'entreprendre. Donc voilà, c'était, comme tu le dis, un cheminement cohérent avec mes intérêts antérieurs et en tout cas un pas de plus vers le métier passion. Comment tu t'envisages le futur ? Ça fait un peu moins d'un an que tu es sur ce poste. Est-ce que tu te dis, ce secteur-là, ce ministère-là m'intéresse beaucoup, je vais rester ? Est-ce que tu vas passer des concours peut-être à terme ? Comment tu vois les choses ? Alors, ma boussole, c'est toujours d'avoir un impact positif sur le cours du monde. C'est vraiment très peu modeste. En tout cas, un impact qui ne soit pas négatif. Et d'avoir des sujets stimulants sur lesquels travailler, des personnes intéressantes à rencontrer. Ce dont j'ai beaucoup plus d'occasion sur ce poste, dans le sens où on rencontre beaucoup plus d'acteurs privés, ce qui me manquait en fait sur mon précédent poste, d'être beaucoup plus orientée administration uniquement. Et c'est vrai que là, je suis beaucoup plus satisfaite dans ce milieu, dans cette façon de travailler. On a un bilan de la loi Hamon, justement, la loi Bible, qui est en train d'être réalisé à l'occasion des 10 ans. Donc c'est un travail auquel j'ai envie de participer et que je trouve intéressant dans un poste. C'est marrant ça que tu parles de bilan, parce que la loi Hamon c'est 17 mars 2014 à 10 mars 2014. Alors celle-ci c'est la première loi Hamon, mais il y en a eu une deuxième aussi en 2014, mais en juillet, qui concerne uniquement l'ESS. Voilà. Donc c'est celle-ci, donc en 2024, ça fera 10 ans. Ça arrive souvent que sur les lois, on ait des bilans à N+10 pour vraiment voir l'impact de cette loi, ou c'est juste que là, comme il y avait quelque chose de neuf qui était créé, peut-être, vous voulez voir les perspectives d'évolution, et c'est un travail initié par le ministère ou par les assemblées ? Alors, je ne sais pas si ça arrive souvent, mais c'est vrai que j'en avais pas tellement eu vent dans d'autres secteurs de l'administration. Là, c'est vrai que c'est quand même une loi vraiment très importante dans le sens où elle unifie en fait deux mondes dans l'ESS, entre les anciens, on va dire, qui considèrent que l'ESS c'est une question de statut, très schématiquement, versus les modernes qui considèrent que c'est une question de finalité. On se croirait dans Benjamin Constant avec la liberté des anciens et la liberté des modernes. Très bien, d'accord. C'est ma façon de l'appréhender, hein. C'est vraiment très schématique. Mais pour te répondre, effectivement, c'est une commande de la ministre, donc la ministre de rattachement, qui est aujourd'hui la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire, et qui est de façon assez inédite placée auprès de la première ministre, alors qu'avant, en fait, au moment où je suis arrivée, on avait un ministre de rattachement à Bercy, rattaché donc au ministre de l'économie. C'est qui ta ministre Marlène Schiappa. D'accord. T'es côté administration, est-ce que tu la vois souvent, ou c'est plutôt vous interagissez avec son cabinet ? Comment ça se passe un petit peu cette frontière ? Est-ce qu'on la ressent vraiment ? On reste cantonné fonctionnaire ? On parlait de l'article 20 dans la première partie. Ou est-ce que, en fait, oui, tu as contact direct toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec elle ? Alors, pour ma part, en tant qu'adjointe, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de relations avec les conseillers qu'avec les ministres dont les relations sont réservées à plutôt mon chef de pôle. Oui, on a des contacts assez fréquents avec le cabinet, parce que c'est vrai qu'on est sa seule administration en fait, sur le champ économie sociale et solidaire.
Donc le contact était assez fluide et c'est quelque chose de assez réjouissant, je pense, et qu'on ne trouve pas sur énormément de postes en centrale. La chaîne, on va dire, de validation est rapide. Donc tu es sur un poste plutôt relié aux politiques, poste administration, mais à forte incidence et vraiment à forte connexion avec le politique. Donc c'est dense. Et en termes d'horaire, peut-être tu peux nous indiquer ce que tu fais. Est-ce que tu as des astreintes? Est-ce que tu as des week-ends où tu es obligé de travailler? De manière générale, non. C'est vrai que les horaires sont plus denses que sur mon précédent poste, mais on a une certaine flexibilité dans l'organisation. Il y a des moments dans l'année où c'est plus dense, parce que je m'occupe notamment de la gestion du coup du budget de notre pôle. Et donc ces moments budgétaires, c'est forcément plus speed. Merci pour cette explication du contenu de tes 2 postes. On y voit beaucoup plus clair sur les relations État-région, contrat pour État-région, et surtout l'aspect économie sociale et solidaire. Et maintenant, on va passer à la 3e partie sur les conseils que tu peux donner à nos auditeurs. Partie 3 maintenant, sur tous les conseils que tu peux donner aux générations futures, non sans mauvais jeu de mots avec un de tes anciens ministères. J'aimerais te poser en première question une situation que tu as rencontrée, une situation dans laquelle tu t'es retrouvé peut-être un peu désemparé, ou du moins que tu as appris quelque chose que tu aurais aimé savoir avant d'arriver sur ce poste, que tu pourrais transmettre à nos auditeurs. Alors c'est vrai que sur les contrats de plan État-région et le plan de relance, ce que j'ai noté et ce dont je n'avais pas connaissance avant, c'est que une bonne partie des crédits qui sont annoncés par le gouvernement sont en fait des crédits déjà existants. Donc je pense par exemple dans les contrats de plan État-région, en fait l'État dit j'accepte de conventionner dans tel contrat de plan État-région 1 million d'euros sur la rénovation des bâtiments. Et en fait c'est des 1 million d'euros qui sont déjà votés, que l'État a déjà. Et simplement il dit on peut un peu co-gérer et mettre sur les mêmes priorités que la région Intel, nos crédits. Pareil pour le plan de relance, où on a quand même beaucoup plus de crédits neufs dans le plan de relance, mais il y a aussi des dispositifs qui étaient déjà existants et qui sont labellisés plan de relance. C'est un élément effectivement qui est un peu trompeur, et quand on a eu notamment les 100 milliards du plan de relance en 2021, je me souviens très bien des échanges avec certaines personnes qui me disaient mais d'où ça sort. Et quand on regarde le budget global de l'État, c'est 330 milliards. C'est vrai que ça paraît bizarre de découvrir qu'en 2021, on peut créer artificiellement comme ça 100 milliards neufs. Et donc de le rattacher à des crédits qui sont déjà anciens, des politiques publiques qui fonctionnent déjà, ou qui sont au tout début mais qui ont déjà été actés, ça peut permettre de rationaliser un petit peu ces grands chiffres qui peuvent donner un peu le tournis en fait. Et en plus on ne sait pas à quoi ça correspond. 100 milliards, c'est quand même délirant aussi en termes de chiffres. On ne peut pas matérialiser ce que vaut 100 milliards. Merci pour cette anecdote qui permettra peut-être à nos auditeurs de voir un petit peu plus clair en finances publiques pour leur concours, et de rendre un petit peu plus concret ces grandes mesures assez fortes. Est-ce que tu as des valeurs qui t'animent et qui te semblent pour toi cruciales en tant que fonctionnaire à avoir ? Alors je ne sais pas si c'est des valeurs qui caractérisent en tant que fonctionnaire, mais je suis un être avant d'être fonctionnaire, et j'essaye en tout cas de les faire coller avec l'exercice de mon métier au quotidien. Et effectivement, il y a un modèle de société auquel j'aspire et qui me stimule, dans lequel on aurait davantage de coopération que de compétition, qui aurait davantage de liens sociaux, une attention plus importante aux dimensions collectives du travail, repenser un peu la place du travail dans la société. Je ne sais pas si ce sont des valeurs, mais en tout cas des idéaux qui m'intéressent. Et je considère qu'en fait ces valeurs sont prioritairement remplies par le travail au sein des services publics que dans une entreprise lambda, même si je ne m'interdis pas d'aller vers une entreprise plus tard, et une entreprise qui partage en fait ces valeurs. Est-ce que tu aurais un conseil sur la préparation des concours, autant sur le fond que sur la forme, un conseil vraiment structurant que tu aurais peut-être aimé savoir avant d'entrer dans ton Master 2 de Prépéda?
Ne pas se disperser, je pense. Il faut avoir en tête que c'est un travail quand même de longue haleine, enfin, même si c'est 1 an, donc ça peut paraître peu comparé aux anciens préparationnaires qui ont déjà fait 2 voire 3 ans de prépa. Et non, ce que je dirais, c'est de quand même se concentrer sur certains bouquins ou manuels qui assurent une forte efficacité. Et ne pas viser non plus, ça c'est vrai qu'on me l'avait dit en prépa par justement un ancien de la prépa qui venait de montrer à l'ENA et qui lui était vraiment sur ne cherchez pas à briller, mais il faut être en gros le meilleur des médiocres. Donc c'est-à-dire, je sais que ça vend pas du rêve comme ça, mais l'idée est de viser un 12 un peu partout et ne pas forcément chercher à avoir les meilleures copies dans toutes les matières, parce que c'est pas possible, on peut pas être expert de toutes les matières évidemment, enfin, ou très rarement. Donc voilà, c'est un peu désenchantant de le dire comme ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut admettre. Excellent dans la médiocrité, c'est vraiment un conseil qu'on m'avait aussi donné et que je te rejoins tout à fait. Parce que c'est plus difficile d'avoir un 16 que d'avoir un 6. Et donc, autant avoir des 12 partout en n'essayant pas de briller et de faire une copie moyenne, mais qui correspond au canon, que de vouloir sortir du lot, se montrer plus intelligent que tout le monde, peut-être avoir une chance de réussir à avoir un 16, mais avoir surtout beaucoup plus de chances de récupérer un 6. Et à ce moment-là, c'est très compliqué de rattraper. Et sur le fait de ne pas se disperser, effectivement, je rejoins tout à fait aussi. Toi, tu t'es assez limité par le fait que tu avais 1 an. Tu devais en 1 an intégrer à la fois les programmes d'économie, culture générale, de questions sociales, etc. Et donc, on ne peut pas forcément, en 12 mois, se permettre de faire 3 manuels différents, de tout réinventer. Et il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. D'ailleurs, peut-être le livre de culture générale que tu avais lu, est-ce que c'est un livre qui t'avait marqué ? Est-ce que c'est un livre qui t'a permis de découvrir autre chose ou pas ? Oui, c'était le Cognier que j'ai lu. Je pense qu'il faut prendre le temps au début de la prépa de voir un peu quels sont les manuels à disposition et de feuilleter et de choisir celui sur lequel on se concentrera. En l'occurrence, le manuel de Culture G, oui, était, je trouve, une bonne porte d'entrée vers beaucoup d'autres ouvrages et permettait de nourrir d'autres envies de lecture post-prépa. Une fois le temps retrouvé. En parlant de temps de lecture, justement, est-ce que tu as des conseils de lecture pour nos auditeurs, des conseils de lecture autant sur des livres qui peuvent servir pour les concours, mais des livres qui te semblent en fait structurants et qu'il faudrait lire, en fait, tout simplement? Alors, je pense pas qu'il y ait... Enfin, de mon côté, j'ai pas considéré qu'il y avait de livres à lire absolument, en tout cas, pas de romans ou d'essais. En revanche, j'étais assez tournée encore une fois, comme j'ai dit, sur l'efficacité, donc j'écoutais pas mal de podcasts et qui pouvaient en fait traiter de façon un peu plus profonde certaines pensées ou certains ouvrages donc plus rapidement qu'une citation dans un manuel de culture G. Et donc je recommande notamment, c'est peut-être un peu random, mais les podcasts des chemins de la philosophie qui sont assez bien pour la culture G. Et Réplique de Finkielkraut, avec lequel on apprend aussi beaucoup de choses de tous bords. Et donc tu prenais ce temps-là pour écouter ces podcasts, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus ludique que de se poser 1 heure et de lire un livre et de la noter, etc. Là, effectivement, ça te rend les choses beaucoup plus accessibles et tu fais quoi? Tu recenses un peu quelques citations, tu essaies d'en garder une trace de ce podcast que tu écoutes qui peut peut-être durer 1 heure? Oui, tout à fait. Ça pouvait être effectivement pendant mes séances de sport ou en fait globalement dans les temps de transport ou en écoutant le podcast, en fait, je prenais aussi des notes sur un papier ou sur mon téléphone pour recenser 2-3 citations ou des pensées que je trouvais intéressantes et qui pouvaient nourrir là encore des réflexions dans des copies. Donc ouais, je pense que c'était une façon plus ludique d'apprendre pour moi et c'était globalement même un plaisir d'écoute. Tu as pu rentrer à la Cour des comptes sur un stage d'1 mois. Est-ce que tu as un conseil peut-être sur l'accès à ces grandes institutions pour devenir stagiaire? Oui, je conseille de ne pas se censurer dans les candidatures à ce type d'institution. Là même, donc, dans le travail que j'occupe actuellement, on recrute des stagiaires qui sont eux-mêmes en prépéna au Trésor, dans des ministères importants ou d'autres institutions. Comment on trouve ces fiches de poste, notamment de ton ministère? C'est sur une plateforme, sur un site internet?
Oui, c'est sur un site internet, donc il me semble que c'est toujours sur la place de l'emploi public, il y a une rubrique de stage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on les publie pas mal sur LinkedIn, donc beaucoup de choses se font sur LinkedIn de plus en plus, même pour les administrations. Voilà, donc ne pas hésiter à suivre les pages des ministères pour suivre ces offres-là. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot pour les auditeurs ? Je dirais que dans cette entreprise de préparation, le maître mot est de ne pas s'oublier et notamment en fait de continuer à faire des choses qui nous plaisent. Enfin, ça fait bateau de le dire comme ça, mais en fait quand on arrive même aux oraux, il faut être capable de parler de ce qui te passionne dans la vie, de montrer que tu sais gérer en fait une préparation de long cours et en même temps d'avoir des loisirs à côté, d'avoir un équilibre en fait. Je pense que les jurys recherchent des gens équilibrés et ne pas l'oublier. Merci, très bien Elisabeth, bien retenu sur l'aspect, il faut continuer à être soi-même et donc bien sûr de développer des activités associatives, des activités sportives à côté et de les maintenir même en période de préparation au concours. Merci à toi Elisabeth et on se dit à la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, si vous avez des remarques ou des questions sur ce qui a été dit lors de l'entretien, j'y répondrai avec plaisir dans un épisode complémentaire. Enfin, n'oubliez surtout pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.